Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ce sommet, concernant les objectifs de ce sommet et concernant le déroulement de ce sommet, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Maha, bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Aïd Adha Mubarak à tous les Égyptiens, musulmans et chrétiens, et quel plaisir de vous retrouver encore à nouveau. Merci beaucoup, merci pareillement, et c'est toujours un plaisir de vous avoir, Dr Amr Saleh. À l'heure actuelle, le chef de l'État se trouve à Paris où il a assisté au nouveau pacte financier, au sommet baptisé Nouveau pacte financier international. En quoi consiste ce sommet? Quel est son objectif? En fait, c'est un sommet qui est très important, qui intervient après le COP 27. Vous savez que l'Égypte avait déployé des efforts considérables durant le dernier sommet à Sharm el-Sheikh, qui certes concernent l'environnement et les questions de l'environnement, mais les questions de financement et de financer le développement dans les pays du tiers-monde a été une question fatale. Et vous avez suivi, nous avons tous suivi le sommet et nous sommes certains que l'Égypte avait sauvé ce sommet grâce et en raison plutôt des différences qui avaient divisé les pays industrialisés sur le problème, sur la question du financement du développement dans les pays en développement. Et donc ce sommet qui intervient à Paris, présidé par le président François Macron et en présence du président Fattah el-Sisi. Le président Fattah el-Sisi et l'Égypte qui font partie des pays, sinon le pays africain et le pays en développement le plus efficace et le plus centré sur les questions de développement, sur les questions de financement de développement. Le président Fattah el-Sisi est un champion de la demande des pays industrialisés. D'ailleurs, lors de la présidence du président Fattah el-Sisi de l'Union africaine et la présidence de l'Égypte, le président égyptien avait demandé une assistance technique pour les pays africains. Et vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais vous vous souvenez que l'Égypte avait déployé des efforts pour l'organisation de sommets Afrique-France, Afrique-Allemagne, Afrique-Russie, Afrique-Chine, Afrique-Japon, ces sommets qui visaient à créer un développement, non seulement un développement durable, mais un financement durable pour le développement en Afrique. D'où l'expérience et l'histoire de l'Égypte, non seulement l'expérience, mais d'où ici l'histoire de l'Égypte de travailler sur ce problème de financement du développement dans les pays du tiers-monde, dans les pays en développement. Et l'Égypte, comme je vous le dis, est un pays central dans la question du financement du développement, non seulement parce que l'Égypte, de par son histoire et de par son processus de développement et de par ses relations extérieures avec le monde, non seulement parce que l'Égypte fait parmi les pays qui reçoivent activement un financement pour les développements, mais aussi l'Égypte, car la question, vous savez, la question du financement est une question bilatérale et même multilatérale. L'Égypte aussi finance un développement en Afrique à travers le fonds égyptien de développement qui fait partie du ministère des Affaires étrangères. L'Égypte aussi est un pays très actif dans la question du financement du développement dans les pays africains. Et donc l'Égypte, comme je vous le disais, est un pays qui est central, qui a une histoire, qui a une dette et une recette, et des recettes énormes en ce qui concerne le financement du développement. D'où aussi, si vous voulez, d'où ici la participation très active du président Fattah el-Sisi dans ce sommet et son appel pour un développement, non seulement un développement durable, mais son appel qu'il avait lancé à plusieurs reprises pour que les pays en développement, pardon, les pays industrialisés, les pays développés, prennent leurs engagements et trouvent des financements durables, équitables sur
pour le développement dans les pays en développement. Docteur Amr Saleh, il ne s'agit pas, outre le développement, il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, une chose qui a été mentionnée durant la COP27, c'est les obligations des pays du Nord de manière à soutenir les pays du Sud, à honorer leurs engagements vis-à-vis du climat. Et ils doivent changer beaucoup de choses en matière d'infrastructure, intégrer beaucoup de choses en matière de véhicules hybrides et autres. Et justement, ça, c'était l'enjeu des discussions durant les différentes séances. Que financer, combien et comment remettre ces financements, comment s'assurer que ces financements iront dans le bon sens. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a eu une avancée quant à ce propos? Est-ce qu'on est parvenu quand même à une solution quant à ce propos? Bon, Maha, deux choses à dire concernant cette question qui est très importante d'ailleurs. Merci beaucoup de l'avoir mentionné. Honorer les engagements, c'est l'appel que le président Fattah el-Sisi et l'Égypte avaient lancé à plusieurs reprises depuis des années. Et comme je vous le disais, l'Égypte a été très active dans l'organisation, si vous vous souvenez, si mes souvenirs sont bons, du sommet Afrique-France, Afrique-Allemagne, Afrique-Russie, et tous ces sommets qui visaient à créer un financement de développement durable en Afrique. Donc, honorer les engagements est une question très importante. Secondo, les pays industrialisés, avec toute leur richesse, et je vais vous donner des chiffres qui sont très importants, mais qui sont tristes d'ailleurs. Hein. Vous savez que concernant le réchauffement de la planète, les pays africains sont les pays les plus touchés par ce fléau international. Alors que les pays industrialisés, comme la Chine par exemple, et la Chine, non seulement la Chine, mais la Chine aussi avec les États-Unis et l'Europe, sont moins touchés par ce fléau. Vous savez que les États-Unis sont affectés par uniquement 1% de leur PNB. Vous savez que l'Europe, comme la Grande-Bretagne, est affectée par 2% à 3% du PNB. La Chine, par exemple, 4%, alors que l'Afrique perd annuellement 12 à 15% de son PNB grâce ou à cause du réchauffement de la planète. Et donc, il faut dire stop, il faut dire halt, point et à la ligne. Il faut que les pays industrialisés prennent leurs engagements. Et ça, c'est un point très important. Merci de l'avoir évoqué. Concernant votre seconde question, est-ce qu'il existera des plans de financement durable? Vous savez, moi je vous dirais une chose, moi je travaille depuis 30 ans dans le développement et avec la Banque mondiale, avec des organisations internationales. Vous savez, la question de financement, de financer le développement est une question très critique. Alors que les pays, oui, très critique, oui, très critique. Alors que les pays développés ne versent que 10% des besoins des pays en développement. Les pays en développement qui souffrent, comme l'Égypte d'ailleurs, l'avait à plusieurs reprises souligné, le président Fattah el-Sisi a été très énergétique concernant le problème de l'immigration, le problème de la sécurité, le problème de l'eau, le problème de la pauvreté, le problème de l'immigration, tous ces problèmes dont souffrent les pays en développement. Donc pour revenir à votre question, non. Vous savez, l'histoire nous a appris que malheureusement les pays industrialisés ou les pays développés lancent des promesses, entre guillemets. Oui, on va verser telle somme. Oui, on va financer telle somme. Oui, on va faire ça. Oui, on va faire cela. Mais en réalité, ça reste des promesses et grand nombre de ces promesses ne sont pas honorées. C'est des promesses qui sont lancées ou par bonne foi, je dirais, peut-être, oui, mais c'est des promesses que l'on entend lors des sommets internationaux, comme dans le COP27. Vous avez vu, le COP27 a failli échouer à Sharm el-Sheikh lorsqu'il y a eu un désaccord sur le financement des problèmes de l'environnement dans les pays en développement. Donc ça reste des promesses, mais rien que des promesses. Reste à dire, est-ce que les engagements seront honorés? Écoutez, à mon avis, pas vraiment.
ça reste des promesses et je ne vois pas ce qui pousserait les pays développés à verser de l'argent pour les pays en développement que lorsqu'il existe des problèmes qui touchent les pays développés très directement, comme par exemple la sécurité, le terrorisme, les migrations. C'est des questions qui sont très alarmantes et très politiques aussi sur le calendrier et sur le plan politique dans les pays européens. Et à ce moment-là, des pays européens versent de l'argent. Mais parler de plan de développement de financement du développement durable, je ne suis pas très optimiste à cet égard. Je reste optimiste lorsqu'il y a des grands sommets, mais au terme de ces sommets, je ne vois pas vraiment des engagements de ces promesses comme vous l'avez dit. Oui, justement, concernant l'intérêt des pays développés, le fait d'endiguer ou d'empêcher la température du globe, le réchauffement climatique, d'endiguer le réchauffement climatique de manière à ne pas dépasser 1,5%, parce qu'au cas où 1,5 degré serait dépassé, il y aurait vraiment des fléaux et des catastrophes. Donc, on peut dire que les pays développés sont concernés d'une manière générale. Et il faut que tous les pays du monde, du globe, coopèrent de manière à préserver la planète. Ben oui, tous les pays du monde, ça c'est un bon slogan, mais quand on parle de politique, mais là, c'est pas la réalité des choses. Je répète encore, les pays développés comme l'Europe et les États-Unis, vous parlez du réchauffement de la planète, risquent de perdre 1%, 2%, 3% de leur PNB. L'Afrique perd 15%, et 15% annuellement. C'est grave pour un continent qui souffre de pauvreté, qui souffre de malnutrition, qui souffre de guerre, de problèmes politiques. Donc, je laisse nos chers téléspectateurs répondre à cette question qui est logique. L'histoire nous a appris au cours des dernières années, comme vous l'avez dit, que les pays réagissent. Regardez par exemple l'Ukraine. Combien de sommes avaient été versées à l'Ukraine par les États-Unis? Des milliards, plus de 150 milliards de dollars. Alors que combien avaient été versés par les États-Unis pour l'Afrique en ce qui concerne le réchauffement de la planète? Ça reste des intérêts politiques, rien que des intérêts politiques en fin de compte. Pour revenir à nos relations avec la France, quels sont les investissements les plus importants de la France ici en Égypte? Écoutez, nos relations avec la France, moi je ne vais pas ajouter quelque chose de nouveau. Les relations avec la France sont des relations très spéciales, historiques, culturelles. La France a été toujours présente dans le tissu culturel, spirituel de l'Égypte. D'ailleurs, les relations, souvenez Moubarak, Chirac, Mitterrand, Sarkozy, président Sarkozy, et les relations excellentes qui témoignent de beaucoup d'amitié entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président François Macron, prouvent à quel point il existe des convergences de points de vue entre la France et l'Égypte en ce qui concerne les questions extérieures. La Libye, par exemple, le Soudan, la question du gaz, la France est omniprésente dans ce forum de gaz dans la Méditerranée. La France est omniprésente dans le développement durable de l'Égypte, dans le technical assistance, l'assistance technique dans plusieurs secteurs, l'enseignement, l'éducation, le drainage sanitaire, beaucoup de secteurs où la France, le transport par exemple, le métro du Caire par exemple, très emblématique vis-à-vis concernant la coopération entre la France et l'Égypte. Et vous savez, il y a un slogan ou un mot qui est toujours dit,
et on répète toujours et on dit toujours que l'Égypte a écrit l'histoire et la France a lu l'histoire. L'Égypte a écrit les hiéroglyphes et la France de Champollion a lu l'histoire de l'Égypte à travers la pierre de Rosette. Et donc, reste encore à dire que les relations entre la France et l'Égypte ne sont pas uniquement des relations, si vous voulez, d'intérêt et des relations politiques, économiques, mais il existe des liens culturels très importants. Il existe une diaspora égyptienne en France que je connais bien. Je fais partie de ceux qui ont vécu plus de 10 ans en France, qui étudient en France. Notre diaspora égyptienne est omniprésente en France. D'ailleurs, on parle toujours de la communauté égyptienne très calme et très sereine et qui participe au développement économique de la France. Et la France est omniprésente à travers ses compagnies et ses investissements en Égypte. Mais aussi, comme je vous le disais, la France est omniprésente dans le tissu et dans la mémoire culturelle et spirituelle de l'Égypte. Docteur Amr Saleh, d'une manière générale, comment peut-on définir ou comment pourrait-on définir la relation entre le continent africain d'une manière générale en tant que continent riche en matières premières et en matières brutes et les grands pays industrialisés? Est-ce que comment pouvez-vous la voir? Est-ce qu'on pourrait parler d'une relation de partenariat ou autre chose? Écoutez, non-partenariat, c'est un mot que je trouve élégant et poli et distingué. Non, malheureusement, il existe une guerre entre, par exemple, la Chine et les États-Unis pour essayer de s'accaprer des ressources naturelles qui se trouvent en Afrique. Je n'ai pas envie de parler de l'histoire triste ou de terminer sur un ton qui est triste, mais vous savez mieux que moi que bon nombre de crises politiques, humanitaires en Afrique sont dues et faites par des parties tierces pour s'accaprer des ressources naturelles qui se trouvent en Afrique. Donc non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Peu de pays peu de pays développés partagent votre opinion. La France fait partie de ces pays. La France fait partie des pays qui sait qu'elle a des engagements et un patrimoine en Afrique. Et donc la présence de la France fait partie de ces engagements éthique des pays, de très peu de pays industrialisés, comme je voudrais le dire, en Afrique. Donc, on ne peut pas dire partenariat, on ne peut pas dire échange. Auparavant, on pouvait peut-être parler d'exploitation. Exploitation est un mot qui est assez fort, mais le président Fattah al-Sisi avait parlé de technical assistance, d'assistance technique. Il faut donner de la chance aux pays en développement et l'Afrique de savoir-faire, et ça c'est très important. Et j'espère que beaucoup de pays développés prendront le chemin de l'éducation et d'enseigner les pays en développement, surtout l'Afrique, le savoir-faire. Car je crois que les pays africains n'ont pas besoin de ressources, n'ont pas besoin d'argent, mais ils ont besoin de savoir-faire. Et je crois que c'est ce que les pays africains ont eu besoin. Donc, un échange. Parlons plutôt d'échange. Eh bien, voilà. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et ex-conseiller auprès de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que les relations égypto-françaises sont toujours, étaient et restent toujours particulières. L'Égypte, qui joue un rôle central en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, est aujourd'hui un partenaire essentiel de la France. La relation bilatérale ancienne s'est nettement renforcée récemment par une volonté commune d'établir un partenariat sur une longue durée. Voyons les détails dans ce compte rendu.